Bonjour à toutes et à tous, je vous remercie et je vous propose que nous démarrions avec un petit message introductif de Monsieur le recteur et de Monsieur le directeur général de l'ARS. Ensuite, je reprendrai la parole pour présenter notre conférencier et ensuite, nous profiterons de cette conférence. Je lance tout de suite le message introductif. L'école inclusive, cela devrait être et cela doit devenir un pléonasme. L'école a pour chaque élève cette double finalité et cette double ambition d'apprentissage, de progrès et d'épanouissement individuel au sein d'un collectif qui fait sens et qui construit l'individu autant que la société de demain. Faire de notre école une école riche de tous ses élèves, tous sans aucune distinction, c'est un enjeu fondamental qui doit être la responsabilité des professionnels spécialisés, engagés que vous êtes, mais aussi et surtout la responsabilité de l'ensemble de la communauté éducative et pédagogique. Parce que ce qui se joue à l'école va bien au-delà de ce qui se joue dans la seule salle de classe, même si dans ces salles, ce qui se passe est important. Il serait illusoire de penser que nous pouvons réaliser cette école inclusive seuls, sans l'appui et l'expertise de nos nombreux et précieux partenaires. La conférence qui vous est proposée aujourd'hui vise à réunir dans ce superbe lieu, au cœur de la saline royale d'Arquet-Senans, mais aussi à distance, des professionnels de l'éducation, des professionnels médico-sociaux, des partenaires et des familles de notre région et peut-être au-delà de notre région. Tout cela pour partager, certes, les difficultés, les obstacles, qui restent nombreux, sur le chemin d'une école et d'une société pleinement inclusive, mais aussi, tout de même, les progrès, les perspectives et les enjeux qui nous permettent de penser les partenariats, de les renforcer, de construire et d'inventer les pratiques quotidiennes afin que chacune et chacun des professionnels puissent nourrir ce collectif, afin que chacune et chacun des élèves puissent se réaliser dans une école enrichie de ces différences. En effet, la scolarisation des enfants en situation de handicap constitue une priorité nationale. En Bourgogne-Franche-Comté, mes services et ceux de l'Éducation nationale travaillent ensemble vers cet objectif partagé et avec quelques réalisations notoires. Je veux parler ici des nombreux marqueurs concrets des évolutions en cours, inhérentes à la transformation de l'offre médico-sociale, qui visent à accompagner au quotidien toujours davantage d'enfants en situation de handicap au sein et au cœur du système éducatif, au milieu de leurs pairs. Me viennent à l'esprit le développement des CESAD, qui permettent de privilégier notamment l'accompagnement de jeunes scolarisés en milieu ordinaire, le fonctionnement en dispositif des structures médico-sociales, pour offrir plus de souplesse et un ajustement continu au plus près des besoins des jeunes, l'externalisation, ou le retour au cœur des écoles et des établissements d'unités d'enseignement, ou encore le développement des unités d'enseignement autisme pour un accompagnement précoce et adapté. Les évolutions sont en effet nombreuses et nous pourrions également citer dans une approche territoriale l'organisation en pôle inclusif d'accompagnement localisé, on s'est habitué à cet acronyme de PIAL, qui ne sont en fait rien de plus mais rien de moins que des entités territoriales dans lesquelles des énergies sont à l'œuvre et concourent pour scolariser mieux les élèves les plus fragiles. Parmi ces énergies et ces ressources, la couverture complète des pôles inclusifs, renforcée par des équipes mobiles d'appui à la scolarisation, qui permettra aux équipes de pouvoir solliciter l'appui et l'expertise médico-sociale, non pas pour déléguer, non pas à la place d'eux, mais en lien avec l'expertise professionnelle des pédagogues. Ou encore l'expérimentation des pôles d'appui à la scolarisation, qui vise à sécuriser le parcours scolaire des jeunes en positionnant à temps plein, au sein même de l'école, des professionnels médico-sociaux. Voilà, résumé brièvement et sans être exhaustif, quelques-uns des changements qui permettront de faire évoluer les pratiques afin de créer les synergies nécessaires, de mettre l'expertise médico-sociale à disposition de l'école et de construire ainsi des parcours scolaires, mais aussi des parcours de vie réussis. Il reste beaucoup à faire, mais les évolutions sont là et doivent nous encourager et nous permettre de répondre à l'ambition légitime
de scolariser un nombre toujours croissant de jeunes au plus près d'un contexte dit ordinaire. Un axe essentiel de cette transformation de l'offre médico-sociale réside dans cette coopération des professionnels de l'enseignement et de l'action médico-sociale, dans la mise en œuvre de partenariats et de réponses co-construites pour jouer collectif. Cette conférence est l'occasion de développer cette culture commune des professionnels que vous êtes et pour qui la dimension humaine est fondamentale. Jouer collectif, pour reprendre l'expression de Monsieur le Directeur Général de l'ARS, à l'image de l'organisation de ces conférences rendues possibles grâce à l'initiative et à l'impulsion de l'équipe départementale de l'école inclusive du Doubs, avec l'engagement du service de formation du rectorat et la relation de confiance nouée entre l'ARS et les services académiques, sans oublier bien sûr l'INSPE de Besançon. Je vous sais toutes et tous engagés quotidiennement au service de la réussite des élèves les plus fragiles et les plus vulnérables. Il nous faut sortir de l'exception consolante, expression de Ferdinand Buisson que Jean-Paul Delahaye vient de remettre au goût du jour, pour faire de cet engagement, parfois source de difficultés, de fatigue, assurément, et au moins autant, une source de fierté, et donner à votre action le sens le plus professionnel, le plus noble qui soit. Nous tenons enfin à remercier et à saluer la présence de M. Benoît, maître de conférences en sciences de l'éducation, rédacteur en chef de la nouvelle revue Éducation et Société Inclusive, reconnu pour ses nombreux travaux de recherche sur les mécanismes en jeu dans l'orientation et les parcours des jeunes en situation de handicap, ainsi que sur les obstacles qui s'opposent, encore parfois, à l'évolution des pratiques scolaires et institutionnelles. Nous espérons que ce cycle de conférences contribuera à vous apporter une réflexion partagée sur les repères, les perspectives et les enjeux des évolutions actuelles. Nous vous souhaitons une excellente conférence et une excellente réflexion collective. Bien, je reprends quelques instants la parole et je ne serai pas très long. Une brève prise de parole pour vous souhaiter tout d'abord la bienvenue en ce lieu, à chacun d'entre vous, mais aussi, pas en ce lieu, mais à tous les professionnels qui nous suivent à distance. Rappelez que cette conférence, effectivement, ça a été dit par Monsieur le Recteur et Monsieur le Directeur Général de l'ARS, est une conférence qui s'inscrit dans un cycle de 3 conférences qui verront succéder dans notre académie Monsieur Benoît, Serge Thomaset et Greta Pelgrim, chaque conférence apportant sa pierre à l'édifice de la co-construction et la convergence des cultures professionnelles que l'on veut partager. Voilà, je ne serai pas tellement plus long si ce n'est que de céder la parole à Hervé Benoît, mais d'avant de lui simplement renouveler mes remerciements chaleureux, appuyés, et témoigner à la fois de l'honneur, de la chance et du plaisir qu'il nous fait de s'être déplacé jusqu'à nous en ce lieu. Voilà, merci beaucoup et bonne conférence à tous. Donc il s'agit bien de parler de l'école inclusive et des systèmes éducatifs face à ce projet d'éducation inclusive. Alors quand j'évoque les systèmes éducatifs, il est clair que je ne vais pas me contenter du système éducatif français. Hein, ce n'est pas du système éducatif français que je vais parler uniquement, mais des systèmes éducatifs. Alors, je connais mieux les systèmes éducatifs européens que ceux de l'ensemble du monde, mais malgré tout, c'est bien d'une question relative à la confrontation entre les systèmes éducatifs et leur mode de fonctionnement, on va dire, historique, et l'école inclusive. C'est cette confrontation qui est le sujet de ma conférence aujourd'hui. Alors, bien sûr, il s'agira de se demander comment réagissent les systèmes éducatifs face au projet de l'école inclusive, comment ils intègrent ce projet, comment ils se l'approprient, comment ils le mettent en œuvre. Et c'est la raison pour laquelle je vais tenter d'identifier les freins et les leviers institutionnels et conceptuels qui peuvent soit contribuer au développement de l'éducation inclusive, soit au contraire en freiner la mise en œuvre. Les différentes parties de mon exposé sont, vous les voyez sur la diapositive,
dans une introduction, je m'efforcerai de préciser le questionnement. Quelle question est-ce qu'on pose? J'ai déjà commencé à le préciser, mais il s'agira de se demander quelles questions on pose exactement et ce qu'on veut analyser. Dans un premier temps, je m'interrogerai sur la possibilité de définir des analyseurs pour les résistances institutionnelles des systèmes éducatifs. Alors, ça suppose évidemment que les systèmes éducatifs ne se sont pas appropriés l'inclusion scolaire avec une extraordinaire facilité, que ça n'a pas été... Il y a eu quelques difficultés à tout niveau, aussi bien au niveau des pouvoirs publics dans les différents pays, au niveau des acteurs, que ce soit les acteurs dans le cadre des systèmes éducatifs ou dans le cadre des systèmes de soins qui, dans de très nombreux pays, sont invités à contribuer à la scolarisation, à l'éducation des jeunes handicapés ou en situation de handicap. Et donc, la question, c'est de se demander si on peut identifier le moyen d'analyser ces résistances, le moyen d'analyser le fait que les systèmes éducatifs n'acceptent pas avec autant de facilité qu'on aurait pu l'espérer le principe de l'école inclusive. Et puis, dans un deuxième temps, je m'efforcerai d'identifier, de tester les outils conceptuels que nous utilisons pour penser l'éducation inclusive. Parce que, comme le disait monsieur le recteur, il s'agit de penser comment penser l'éducation inclusive, comment cela représenter. Et cette manière qu'on a, cette façon dont on se représentera l'école inclusive, dont on pensera les changements, eh bien, va avoir un impact tout à fait important sur l'opérationnalisation, sur la réalisation effective de ces changements. Alors, on a, pour penser l'école inclusive, un certain nombre d'outils, de notions, de concepts, si vous voulez. Ces notions, j'en ai choisi 3. J'ai choisi la notion de besoin éducatif particulier, la notion d'évaluation et puis la notion d'inclusion. Et je voudrais soumettre ces 3 notions à l'examen, à un test de robustesse. Est-ce que ces notions sont solides ? Par exemple, les besoins éducatifs particuliers. Alors, je m'étendrai assez longuement sur cette question des besoins, parce que, vous le savez tous, les textes réglementaires, législatifs, disent tous que l'objectif des politiques publiques, c'est l'inclusion scolaire ou la scolarisation inclusive, et que le moyen d'y parvenir, c'est de répondre aux besoins éducatifs particuliers des élèves. Et donc, la question qui mérite d'être posée, c'est de savoir si cette notion de besoin éducatif particulier, qui d'ailleurs, vous l'aurez remarqué, n'est définie dans aucun texte réglementaire. Les textes réglementaires parlent beaucoup de besoins éducatifs particuliers, mais finalement, on n'en a pas, c'est difficile d'en trouver une définition. Donc, la question que je voudrais soumettre, cette notion, à un test de robustesse. Alors, ce n'est pas un crash test, mais c'est quelque chose du même genre. Vous savez, quand on envoie des voitures à toute vitesse contre un mur et qu'on voit ce qui reste après le choc. Ben là, c'est un peu la même chose. On va projeter les besoins éducatifs particuliers, enfin la notion, bien sûr, contre un mur. On va faire un crash test des besoins éducatifs particuliers. Même chose, on va faire un crash test de l'évaluation. L'évaluation, en tant qu'elle nous permet de penser ou pas l'éducation inclusive. Et puis, on va soumettre à ce même crash test la notion même d'inclusion. Et puis, après avoir effectué ces différents tests, eh bien, j'engagerai une discussion conclusive sur les freins et les leviers de l'école inclusive, et je m'intéresserai à ce qu'on pourrait appeler les forces de distorsion. Alors, qu'est-ce que j'entends par force de distorsion ? Eh bien, j'entends les
éléments qui peuvent faire dériver l'éducation inclusive, qui pourraient transformer l'éducation inclusive qu'on voudrait mettre en œuvre en une sorte d'éducation inclusive Canada Dry, c'est-à-dire une éducation inclusive qui aurait le goût de l'alcool, qui aurait la couleur de l'alcool, l'éducation inclusive qui aurait le goût de l'éducation inclusive, la couleur d'éducation inclusive, mais qui ne serait pas de l'éducation inclusive. Donc c'est ça un peu les forces de distorsion, c'est les situations dans lesquelles eh bien, on a toutes les raisons de croire qu'on met bien en œuvre l'éducation inclusive, et puis malgré tout, eh bien, un certain nombre d'éléments, comme par exemple la faiblesse des concepts qu'on utilise, la fragilité de ces concepts, eh bien, peut nous amener à mettre en œuvre des actions qui sont en quelque sorte contre-productives par rapport à l'objectif inclusif. Alors voilà le plan de travail. Il est assez copieux. Attendez, alors que je essaye de... Voilà, ça marche. Alors, donc, tout le monde est d'accord sur le fait que l'éducation inclusive, eh bien, c'est un sujet important de la littérature scientifique internationale, et la littérature scientifique internationale donc, donne est relativement consensuelle sur la définition de ce que c'est que l'école inclusive. Alors je vous donne là une des premières définitions qui a été donnée par le professeur Roger Slee, qui enseignait à l'époque dans l'université de Western Australia, l'université Australie de l'Ouest, à Perth, et qui définit en 2006 l'éducation inclusive de cette formule en anglais, puisque Monsieur Roger Slee parle anglais, il dit l'éducation within, without and how come, c'est-à-dire qui est là, qui n'est pas là et pourquoi. Et cette formule, effectivement, elle conduit, par exemple, dans une école élémentaire d'une commune française, de dire bon, alors, on a des élèves en face de nous. Ça, c'est ceux qui sont là. Mais quels sont les élèves qui ne sont pas là? C'est-à-dire les élèves qui ressortissent du territoire de la commune, dont on aurait pu penser qu'ils seraient inscrits dans cette école et qui pourtant n'y sont pas. Et donc, Roger Slee dit, se demander pourquoi certains élèves ne sont pas là avec les autres, eh bien, c'est finalement le premier pas vers une logique, une démarche d'éducation inclusive. Alors, parallèlement à ces recherches au niveau de la littérature internationale, eh bien, on a constaté une évolution assez convergente des politiques publiques des différents pays, qui, de nombreux pays, en tout cas les pays de l'Union européenne, se sont tous positionnés favorablement par rapport à l'idée d'éducation inclusive. Même ceux qui sont, on va dire, entre guillemets, les moins inclusifs, eh bien, eux aussi, eh bien, dans le discours qu'ils affichent, eh bien, ils se donnent comme objectif l'éducation inclusive. Donc il y a une sorte de convergence du discours des pouvoirs publics des différents pays dans le domaine éducatif vers l'éducation inclusive. Et ce positionnement donc, des politiques publiques au regard favorablement à l'éducation inclusive, eh bien, elle renvoie à tout un ensemble de positions adoptées par des organisations non gouvernementales, des ONG comme l'UNESCO, avec la déclaration de Salamanque en 1994, le Forum mondial sur l'éducation de Dakar au Sénégal en 2000, les principes directeurs pour l'inclusion dans l'éducation en 2005 et en 2009. Et donc ce sont sur ces principes qui ont été largement établis et diffusés par l'UNESCO, que les politiques publiques s'appuient. Alors,
Donc d'un côté, on a une sorte de convergence, non pas une sorte, mais une véritable convergence des discours définissant les politiques publiques dans les pays, notamment les pays de l'Union européenne. Et puis de l'autre, on est bien obligé de constater que les systèmes éducatifs opposent une certaine résistance, tant au niveau pédagogique qu'institutionnel, à l'adoption de ce nouveau paradigme inclusif. Et que certains posent le problème, par exemple, d'une motivation, comment dire, peu recommandable, toujours quand il s'agit de pouvoir public, c'est-à-dire de faire des économies. On a entendu de ci, de là, que en fait, l'école inclusive, ça servait à faire des économies et à payer, donc à dépenser moins d'argent pour s'occuper des jeunes handicapés. Donc, il y a malgré tout alors, il y a ce type de résistance, et puis il y a aussi le fait que des publics, de professionnels, peuvent se demander à un moment donné si c'est bien leur travail de faire ça. Et si les élèves qui présentent plus de difficultés que les élèves habituels, s'ils ont bien leur place ils ont bien leur place ici, entre guillemets, et si finalement ce ne serait pas plus intéressant pour eux de les accueillir dans un espace à part, comme ça on les verrait moins, on aurait moins de problèmes avec eux, et puis ce seraient des professionnels spécialisés qui s'occuperaient de ces enfants dans un espace séparé, donc dans une logique qui est une logique de ségrégation sociale et scolaire, mais qui finalement pourrait bien trouver certaines personnes, pour certains défenseurs, dans une opposition à cette adoption du paradigme inclusif. Alors, ainsi, l'une des difficultés, l'une des résistances qui pourrait faire perdre son contenu d'universalité à l'objectif d'accessibilisation générale, parce que, alors, l'objectif d'accessibilisation générale, si, effectivement, comme le dit Rogers Lee, le principe inclusif, c'est que tout le monde est là. Tout le monde est là. Donc, si tout le monde est là, il faut répondre aux besoins de tous. Donc, il faut que l'école se rende accessible à tous. Et c'est ce que on appelle l'objectif d'accessibilisation générale. C'est-à-dire que plutôt que de dire « nous, on ne peut pas, on l'envoie ailleurs », on dit bon, on va tenter de se donner les moyens de rendre les situations d'apprentissage et les situations scolaires accessibles à tous, à toute la diversité. Et donc, cet objectif d'accessibilisation générale, qui est, je dirais, qui est le support, qui est le socle de la mise en œuvre des systèmes inclusifs, de l'éducation inclusive, eh bien, pourrait être bousculé, pourrait être empêché, pourrait être freiné par une attitude qui consisterait alors à faire ce que j'appelle une casuistique, c'est-à-dire à juger au cas par cas. C'est-à-dire, bon, alors l'inclusion, c'est bien, mais pas pour tout le monde. C'est-à-dire qu'on va juger, alors on va regarder. Alors, cet enfant-là, oui, cet enfant-là, peut-être, et cet enfant-là, ah non, il a trop de difficultés. Donc le risque d'un jugement au cas par cas, qui consisterait à fonctionner selon une forme de casuistique, et dire, si tel enfant, les aides compensatrices qu'on lui apporte ne sont pas suffisantes pour qu'il puisse se comporter comme un élève standard, un élève au profil habituel, eh bien à ce moment-là, on pourra pas le prendre, ou bien on ne pourra pas l'accueillir, ou bien si cet élève n'a pas une capacité d'adaptation suffisante. Donc cet objectif d'accessibilisation des systèmes éducatifs, eh bien, il est en quelque sorte constamment confronté à cette tentation de juger au cas par cas, de dire bon, d'accord, on prend tout le monde, mais en fait pas tout le monde, pas ceux qui ont trop de difficultés. Et donc
le but ici, c'est de regarder, en s'appuyant sur la littérature internationale, donc sur les différentes productions de scientifiques, production d'articles dans les différents pays, de voir, essayer d'identifier les différents types de résistance qu'opposent aujourd'hui les systèmes éducatifs à la mise en œuvre de l'éducation inclusive. Et c'est il s'agit de produire les premiers éléments d'une compréhension renouvelée de ces résistances. Alors, le cadre méthodologique, puisque ce que j'évoque devant vous là, ce sont des résultats qui ont été mis en œuvre dans le cas d'une recherche. Bien, le cadre méthodologique, c'est ce qu'on appelle une métasynthèse exploratoire, c'est-à-dire qu'il s'agit de faire la synthèse de plusieurs études qualitatives pour essayer d'en tirer une compréhension renouvelée, une nouvelle interprétation. Alors, j'avais dit que l'introduction consisterait à préciser le questionnement. Et donc la première question, c'est de savoir si les recherches sur les politiques publiques inclusives nous permettent de disposer d'analyseurs fiables et pertinents de ce qui fait résistance. Est-ce qu'on a les moyens d'analyser ce qui fait résistance? Dans un deuxième temps, est-ce que les outils conceptuels qu'on utilise sont robustes ou pas? Alors, j'ai déjà développé ces points quand j'ai commenté le plan. Et puis le troisième questionnement vise à caractériser les forces de distorsion. C'est-à-dire, quels sont les éléments, par exemple dans le domaine du langage ou dans le domaine des pratiques, qui seraient susceptibles de laisser croire aux acteurs qu'ils mettent en pratique l'inclusion scolaire, alors qu'en fait, eh bien, ils ne le font pas. Ils sont à côté ils pensent être dans une logique inclusive, alors qu'en fait, leur pratique renvoie à des fonctionnements antérieurs que j'aurai l'occasion d'évoquer un peu plus tard. Alors, rentrons, si vous voulez, maintenant dans le vif du sujet, et donc cette première partie dans laquelle j'ai évoqué la définition d'analyseurs, les analyseurs des résistances institutionnelles. Qu'est-ce qui fait résistance? Et pour le coup, là, je vais proposer non pas d'en rester à des considérations pratiques, mais plutôt d'essayer de s'élever au niveau de l'analyse des représentations que les différents acteurs des systèmes éducatifs se font de ce que peut être l'éducation inclusive. Alors, dans le domaine des politiques publiques inclusives, des recherches internationales permettent de montrent que les systèmes éducatifs qui veulent avancer vers la scolarisation inclusive sont travaillés par une opposition interne binaire. Vous voyez, une opposition interne de deux éléments qui les travaillent, ces systèmes éducatifs, à l'interne. Et cette opposition, alors elle est formulée en anglais, mais la traduction sera très facile. L'opposition, elle se fait entre mainstream et Special Needs Education Systems, c'est-à-dire une opposition entre l'école pour tous, le courant principal, mainstream, l'école pour tous, celle qui, en principe, est destinée à accueillir tout le monde, et puis les systèmes qui accueillent les élèves à besoins éducatifs particuliers, ce que en anglais on appelle les special needs. Donc il y aurait cette opposition qui travaille les systèmes éducatifs. Elle renvoie à l'opposition entre, d'un côté, on va dire la voie ordinaire, et puis de l'autre, une voie spécialisée qui renvoie à ce qu'on pourrait appeler un fonctionnement de dualisme éducatif, au sens où on parle de dualisme socio-économique. Alors, le dualisme socio-économique, on en parle lorsque, dans une société donnée, eh bien, il y a un grand écart entre une certaine catégorie de la population qui possède la plus grande partie des richesses nationales, et puis une grande partie de la population qui n'en possède qu'une toute petite partie. Vous voyez, cette inégalité
de répartition des richesses qui caractérise moins les pays développés de la zone occidentale que des pays en développement de la zone du Sud, hein, qu'on appelle les pays du Sud, mais malgré tout, c'est ça le dualisme socio-économique, c'est que finalement, eh bien, les uns et les autres, les différentes catégories de population ne bénéficient pas du même accès aux biens communs, au patrimoine économique et culturel commun. Eh bien, pour ce qui concerne l'école, c'est un peu la même chose. Le dualisme scolaire, ça consiste à considérer qu'il y a des élèves qui ont droit à l'école ordinaire, à qui on peut donner l'école ordinaire, et puis d'autres élèves qui, eux, eh bien, ne peuvent pas avoir accès à l'école ordinaire et à qui on va proposer autre chose. On parle aussi de dualisme juridique, notamment quand on oppose les études de droit public et les études de droit privé. Alors ce dualisme éducatif, il implique une division entre éducation ordinaire et éducation spéciale. Et ce dualisme, il repose dans de nombreux pays sur la coexistence, c'est-à-dire que le fait qu'existent en même temps des institutions et des classes spéciales, d'un côté, et de l'autre, des structures scolaires de droit commun qui accueillent la majorité des élèves considérés comme ordinaires. Et entre ces deux voies, éducation ordinaire et éducation spéciale, eh bien, dans certains systèmes éducatifs, se sont développées ce que l'on peut appeler des passerelles intégratives. C'est-à-dire qu'on a une voie éducation ordinaire, on a une voie éducation spéciale, on a des enfants qui sont orientés vers cette voie d'éducation spéciale qui est distincte de l'éducation ordinaire, qui sont dans des classes spéciales ou dans des établissements spécialisés, mais malgré tout, on met en œuvre des passerelles. C'est-à-dire qu'on dit, de temps en temps, tel élève, il pourra fréquenter le milieu ordinaire, ça lui fera du bien, ça va lui permettre de mieux se développer, ça lui permettra de se socialiser, mais attention, ça ne signifie pas, ce processus intégratif ne signifie pas que l'élève qui va bénéficier d'un temps d'accueil dans le milieu ordinaire devient un élève à part entière du milieu ordinaire. En général, ces élèves, ils portent un nom, ils sont désignés de manière particulière et on les appelle, en France en tout cas, on les a appelés en tout cas en France des élèves en intégration. Et ces passerelles, eh bien, les jeunes qui peuvent les emprunter sont ceux à qui on va prêter des capacités d'adaptation suffisantes. Est-ce qu'ils sont capables de s'adapter pour rejoindre leurs camarades ordinaires? Mais ils les rejoignent, ces camarades ordinaires, temporairement, et avec ce statut particulier qui est celui d'élève en intégration. Par exemple, au Brésil, le système qui a été mis en place, c'est le principe des espaces ou des salles multifonctionnelles. C'est-à-dire qu'on a bien des classes ordinaires dans lesquelles sont accueillis les jeunes tout venants, les élèves tout venants, et puis on a des établissements spécialisés, classes spéciales qui accueillent des jeunes différents, des jeunes considérés comme handicapés, par exemple. Donc les deux filières sont séparées, mais malgré tout, on a construit, on a mis en place des espaces, des salles, qu'on a appelées salles multifonctionnelles, et dans lesquelles, de temps en temps, les élèves des deux filières se rencontrent. Alors, vous voyez, c'est une forme de passerelle qui permet de faire du lien, d'établir un lien entre les structures spécialisées et les structures de droit commun. En fait, dans ce processus qu'on peut caractériser d'intégratif, eh bien, il fonctionne sur la base d'un enseignement, sur la base de l'existence d'un enseignement séparé. Il y a une voie séparée qui est installée
une voie spécialisée qui est censée accueillir les élèves handicapés, puis une voie ordinaire qui accueille les élèves ordinaires. Et puis entre la voie spécialisée, qui peut représenter des établissements spécialisés, mais qui peut représenter aussi des classes spéciales ou spécialisées, eh bien, il y a des échanges. Hein, les élèves vont de temps en temps, pour des temps d'intégration, dans la voie ordinaire, mais ils n'ont pas vocation à y rester. Ils vont revenir dans la voie spécialisée, parce qu'on va considérer, par exemple, que s'ils restent dans la voie ordinaire, eh bien, ils vont souffrir. Ils vont souffrir parce qu'ils ne vont pas arriver au niveau des autres élèves. Donc, ils vont être en souffrance. Ou bien, on va considérer que les enseignants vont aussi être, eux aussi, se trouver en souffrance. Ou bien, on va dire que les élèves, ils ont besoin, ces élèves pour lesquels on pense qu'un accueil dans la voie spécialisée est meilleur pour eux, eh bien, on va dire qu'ils ont besoin d'une prise en charge globale. Hein, besoin d'une prise en charge globale. Donc voilà encore une formule qui va justifier ce retour de cette fin, ce terme qui est mis à la période intégrative de l'élève en question. En fait, ce fonctionnement-là, il consiste pour un dispositif, pour un fonctionnement de système éducatif qui admet la coexistence entre un enseignement ordinaire et un enseignement séparé, il consiste pour l'enseignement séparé à instrumentaliser à ses propres fins la voie ordinaire. C'est-à-dire que dans la voie spécialisée, on se dit que c'est pas si mal que ça, que l'enfant aille se socialiser, mais de toute façon, c'est quand même un enfant de la voie spécialisée, qui a en quelque sorte sa domiciliation dans la voie spécialisée, qui est en quelque sorte ressortissant de cet espace spécialisé. Mais malgré tout, l'intégration, tout le monde est d'accord, dans le milieu spécialisé, que ça peut faire du bien à l'enfant. Ça va être un ingrédient à son développement. Ça ne va pas faire de lui, de cet enfant, un élève ordinaire comme les autres, mais ça va apporter un ingrédient à son développement. Et de ce fait, on pourrait dire que ce dispositif, ce processus intégratif, eh bien, il est instrumentalisé par l'enseignement séparé pour, en quelque sorte, mieux fonctionner, pour justifier à la fois de son existence et de sa capacité à tisser des liens avec l'ordinaire. Donc on peut modéliser ce processus comme c'est fait sur le schéma qui est à droite. Alors, cet élève en intégration, cet élève qui, pendant quelque temps, va fréquenter le milieu ordinaire, eh bien, il a été analysé par différents travaux, différentes publications, différents travaux de recherche. Il a été analysé et a donné lieu à différentes caractérisations pour un élève qui est temporairement et conditionnellement intégré ou inclus dans le cursus ordinaire, c'est-à-dire qu'il est là, mais il n'y est pas pour très longtemps, il va sans doute repartir. Hein. On a là une intégration ou une inclusion qui serait à ce moment-là conditionnelle, conditionnée, subordonnée à la capacité de l'élève à montrer qu'il est capable de s'adapter, subordonnée à la capacité des accompagnants de montrer qu'ils apportent suffisamment de compensation, que leurs suppléances sont suffisantes pour faciliter la scolarisation. Et donc, cette situation de l'élève intégré en intégration, eh bien, ou conditionnellement inclus dans le cursus ordinaire, eh bien, elle a pu être caractérisée par la notion d'espace liminal par Claire de Saint-Martin, qui reprend la notion de liminalité qui avait été développée par un auteur américain qui s'appelle Murphy en 1988-1990. Murphy était un homme qui avait lui-même, à la suite d'un accident,
qui avait des limitations motrices très importantes, et qui a théorisé l'expérience de vie qui était la sienne par cette notion de liminalité, c'est-à-dire de fait pour une personne différente de ne pas être tout à fait dehors, de ne pas être tout à fait dedans, mais d'être en quelque sorte coincé sur le seuil de l'entrée dans l'espace social. Et donc, ça a été repris ensuite, récemment, par un chercheur de Cergy-Pontoise, qui est Claire de Saint-Martin, et qui a analysé ce qu'elle appelle l'espace liminal, c'est-à-dire cet espace restreint dans lequel évoluent des enfants qui ne sont pas tout à fait considérés comme des élèves ordinaires, mais qui sont tout de même présents à certains moments dans les classes ordinaires, et qui donc se trouveraient eux aussi assignés à rester constamment sur le seuil, à jamais pouvoir entrer complètement dans l'espace scolaire pour tous. D'autres auteurs ont parlé de précarité scolaire. C'est moi, en l'occurrence, qui ai évoqué l'idée que lorsque un élève est conditionnellement présent, c'est-à-dire dans une classe ordinaire, un élève handicapé conditionnellement présent dans une classe ordinaire, c'est-à-dire qu'on a vérifié avant s'il avait bien la capacité de s'adapter, on a vérifié avant qu'il avait bien les compétences scolaires attendues pour pouvoir suivre, et on s'est donné comme règle que si ça ne marche pas, eh bien, on arrêtera. Si ça ne marche pas, on arrêtera l'intégration ou l'inclusion. Et cette situation, eh bien, je la compare en fait à un contrat scolaire à durée déterminée. Vous savez, comme on parle d'un CDD. Un CDD dans le milieu professionnel. Vous savez que depuis le début du XXIe siècle, les CDD sont devenus les plus fréquents à l'embauche, alors qu'avant, c'était les contrats à durée indéterminée qui étaient les plus fréquents. Et donc, cette précarité de l'emploi qui se développe à partir du début du XXIe siècle, eh bien, elle s'était déjà développée, mais dans le champ scolaire, bien avant, déjà, au XXe siècle, où un certain nombre d'enfants se trouvaient dans une situation de précarité scolaire, dans une espèce de CDD, de contrat à durée déterminée sur le plan scolaire, sans compter que cette précarité s'ajoutait au fait que, souvent, ces enfants qui ont fréquenté auparavant soit une structure spécialisée, soit un dispositif spécialisé, eh bien, on les qualifie souvent d'enfants d'élèves d'IME, ou d'élèves d'ITEP, ou d'élèves de CLIS. Il n'y a plus de CLIS, ou d'élèves d'ULIS. Que signifie ce D apostrophe ? C'est clairement un D apostrophe qui exprime l'origine. L'origine qui finalement constitue le lieu dont ressortit l'élève en question, le lieu qui, en quelque sorte, correspondrait à ce qu'on pourrait appeler sa domiciliation scolaire. Donc, précarité scolaire. Et donc, cet élève, quand il est dans le milieu ordinaire, il est comme un étranger, il est comme un travailleur étranger qui, s'il ne se conforme pas aux besoins, s'il ne se conforme pas aux usages du pays d'accueil, eh bien, risque fort d'être reconduit à la frontière. Alors, en l'occurrence, la frontière, c'est celle qui sépare le milieu ordinaire du milieu spécialisé. Et donc, un troisième chercheur, enfin, couple de chercheurs, si on peut dire, Ebersold et Dupont, eux, ils parlent d'importunité scolaire. L'importunité scolaire, pour Ebersold et Dupont, c'est le fait que ces enfants sont perçus comme là, mais, comment dire, pas forcément souhaités. Pas, comme on dit, pas persona grata, pas désirés. Ils sont là, mais on ne peut pas faire autrement que les accueillir, mais enfin, on aimerait mieux qu'ils ne soient pas là. Et donc, c'est la raison pour laquelle donc, Ebersold et Dupont parlent, dans un article de 2019, d'importunité scolaire. Et donc, cette situation qui consiste à accueillir de façon conditionnelle
des enfants handicapés dans le milieu ordinaire, c'est-à-dire tu seras accueilli si tu es capable de t'adapter, si tu as suffisamment d'aide, si tu as des accompagnants, etc. Eh bien, cette situation d'accueil conditionnel, eh bien, elle va de pair avec une tendance à attribuer les difficultés observées à l'élève et à la conséquence d'un trouble qui serait à l'origine des difficultés, et bien plus qu'à attribuer les problèmes au système éducatif et à sa capacité à prendre en compte la diversité des besoins. C'est-à-dire que dans ces conditions-là, c'est toujours finalement plus ou moins l'élève l'élève en question et ses accompagnants et ceux qui l'accompagnent qui sont finalement comptables de l'échec ou de la réussite du processus. Et alors même que le contexte scolaire lui-même, eh bien, n'est finalement pas véritablement interrogé. C'est l'élève qui ne va pas bien, l'école, elle est comme elle est. Le système scolaire, il est comme il est, la situation scolaire, elle est comme elle est. C'est à l'élève de, finalement, trouver sa place lui-même, avec les aides compensatrices qui lui sont attribuées, de trouver sa place dans ce système. Alors, donc, l'hypothèse à laquelle j'arrive, c'est que la référence consciente ou inconsciente au dualisme éducatif se constitue en obstacle pour penser l'éducation inclusive. C'est-à-dire qu'on a constamment tendance à penser le système éducatif comme forcément organisé de façon duelle. Il y aurait des espaces qui seraient dédiés à des enfants différents et des espaces qui seraient dédiés aux enfants ordinaires. Quelles que soient les évolutions, eh bien ce dualisme éducatif, ce fait qu'on ne puisse pas procéder de la même façon pour tous les enfants et qu'on soit obligé de penser que certains d'entre eux méritent d'être traités de façon différente, eh bien cette référence, cette idée du dualisme éducatif qui fait qu'il faut mettre en place des réponses différentes correspondant à des populations d'élèves différentes, eh bien, c'est cette idée-là qui pourrait être finalement l'obstacle majeur, un obstacle dans la pensée, un obstacle dans les représentations, un obstacle que Bachelard caractériserait, qu'on pourrait caractériser en suivant les travaux de Bachelard, comme un obstacle épistémologique, c'est-à-dire un obstacle qui n'a rien à voir avec la, comme le dit Bachelard, qui n'a rien à voir avec le caractère fugace des phénomènes, qui n'a rien à voir avec la difficulté d'analyser les phénomènes, mais qui a à voir avec les représentations que le scientifique se fait de ces phénomènes, et donc qui a à voir avec les idées qu'il plaque en quelque sorte, les idées qui sont avec les concepts qu'il utilise pour analyser ces phénomènes. Et donc on pourrait penser on pourrait faire l'hypothèse que l'obstacle épistémologique en matière de mise en place d'un système inclusif, eh bien c'est cette référence inconsciente au dualisme éducatif. Quelque part, il y a l'idée qu'on ne peut pas réserver les mêmes réponses aux uns et aux autres, qu'il y a ces enfants-là et puis qu'il y a les enfants. Vous voyez, ce dualisme éducatif, on va même le trouver, on va l'identifier dans des formules qui sont très souvent utilisées par les acteurs du système, à savoir ces enfants-là. Avec ces enfants-là, tu sais, c'est un peu difficile, il faut connaître leurs troubles, etc. Bon. Quand les enfants sont des enfants des élèves ordinaires, on ne dit pas ces enfants-là. Quand on commence à parler de ces enfants-là, on s'inscrit dans une logique de dualisme éducatif. Alors, maintenant, je disais que j'envisageais, je faisais le projet d'examiner la robustesse des outils conceptuels pour penser et mettre en œuvre l'éducation inclusive. Donc cette robustesse
des outils pour penser l'éducation inclusive, eh bien, elle va être, je vais l'analyser à la lumière de cette hypothèse que je fais, à savoir que c'est cette question, cette représentation qu'on a du dualisme éducatif, cette référence inconsciente au dualisme éducatif, qui va finalement compromettre la robustesse des outils conceptuels dont il nous semble évident qu'ils sont les bons outils pour opérationnaliser, mettre en œuvre l'école inclusive. Alors, donc, les besoins éducatifs particuliers, j'ai mis SEN en parenthèse, puisque en anglais, on appelle ça Special Educational Needs, on les appelle aussi Special Needs in Education, donc c'est SEN ou SNE, comme on veut, puisque mon propos, il s'inscrit bien dans une perspective internationale, et pas seulement dans une perspective franco-française. Et donc, depuis la déclaration de Salamanque, il est clair, donc depuis 1994, que le moyen principal de l'éducation inclusive, c'est s'adapter aux besoins éducatifs particuliers des élèves concernés. Tout le monde est d'accord là-dessus. En résumé, donc, dans les pays d'Europe et de l'Union et de l'OCDE, finalement, les politiques publiques éducatives s'assignent l'éducation inclusive pour but. C'est l'objectif des politiques publiques, l'école inclusive, et présente la prise en compte des besoins éducatifs particuliers des élèves handicapés, ou non d'ailleurs, handicapés ou non, en situation de difficulté par exemple, comme le levier d'opérationnalisation de leur action. C'est-à-dire que le but, c'est l'éducation inclusive, le moyen d'y arriver, c'est de répondre aux besoins. Bon, donc, on a tout à fait intérêt à s'interroger sur la robustesse de ce concept de besoin, puisque c'est vraiment celui que les politiques publiques donnent comme le moyen, le levier pour mettre en œuvre une scolarisation inclusive. En tout cas, c'est comme ça qu'on l'appelle en France. Alors, cette notion de besoin éducatif particulier, eh bien, elle pose quand même un problème. Parce que, eh bien, la reconnaissance de la pertinence scientifique et de l'utilité sociale de la notion de besoin éducatif particulier est loin de faire consensus dans la littérature. C'est-à-dire que dans la littérature scientifique, tout le monde n'est pas d'accord pour dire que les besoins, c'est un bon levier pour l'inclusion. Il y a des chercheurs qui disent que les besoins n'appartiennent pas au paradigme inclusif. Alors ça, ils n'appartiennent pas au paradigme inclusif, et ces chercheurs ajoutent parce que s'intéresser aux besoins, c'est se focaliser sur des déficiences et sur une approche diagnostique. Alors, et pour eux, donc pour ces chercheurs, l'évaluation des besoins, eh bien, va contribuer au dualisme scolaire en provoquant la mise à l'écart des publics vulnérables dans des lieux éducatifs séparés. C'est-à-dire que ces chercheurs analysent l'évaluation des besoins comme un mécanisme social qui va permettre de déterminer la scolarisabilité d'un élève. Il y a ceux qui vont être scolarisables parce que leurs besoins ne sont pas en trop grand écart par rapport à la norme, et puis il y a ceux qui ne vont pas être scolarisables, qui vont être assignés à des espaces éducatifs et curriculaires séparés, et qui sont ceux qui ont des besoins extrêmement spécifiques et qui ne peuvent pas auxquels on ne peut pas répondre dans le milieu ordinaire. Donc, tout le monde n'est pas d'accord sur le fait que le besoin éducatif particulier, c'est le bon outil pour l'inclusion. Il y a au moins, vous voyez, j'ai cité 2 sociologues français, Bersol, Dupont, et puis aussi pas mal de chercheurs italiens, Vadala, Yanez, Demo, Medegnini, D'Alessio, qui considèrent que non, les besoins, c'est pas inclusif, c'est pas un outil de l'éducation inclusive, au contraire. Alors ça pose quand même un certain problème. Alors, pour essayer de résoudre, de comprendre ce problème et de voir comment, finalement, le besoin éducatif particulier peut être ramené à l'idée qu'il y aurait un espace pour les enfants à besoin éducatif particulier, hein, ce que j'avais appelé tout à l'heure dans une des diapos Special Educational Needs Systems. Hein, il y a les systèmes
pour élèves à besoins éducatifs particuliers, eh bien, pour comprendre cette situation, eh bien, on peut se référer au fait qu'à partir des années 80, s'installe dans les pratiques éducatives, pédagogiques, mais aussi dans les sciences de l'éducation, le concept de trouble et les catégorisations nosographiques, c'est-à-dire dyslexie, autisme, enfin, trouble du spectre de l'autisme, TDAH, etc., etc. Et donc, troubles psychiques. Et donc, ça s'installe dans le champ des pratiques éducatives et les sciences de l'éducation, le concept de trouble, les catégorisations nosographiques qui vont avec, et le tout porté par le discours médical de répercussion-remédiation de la CIH. La CIH, c'est la classification internationale du handicap, qui avait été adoptée par l'OMS en 1980 et qui a été depuis remplacée par la CIF, qui est la classification internationale du fonctionnement du handicap et de la santé. Mais bien que cette CIH date de 1980, bien qu'elle ait été remplacée depuis par une classification qui est beaucoup moins, qui définit le handicap d'une manière beaucoup moins médicalisée, eh bien malgré tout, cette CIH, elle va contribuer à introduire l'idée que dans les milieux, notamment scolaires, que lorsqu'un élève a des difficultés, eh bien, ou lorsqu'un élève est handicapé, il faut aller chercher l'origine du handicap, c'est-à-dire connaître le trouble, connaître la déficience, connaître le problème de santé qui est à l'origine des difficultés rencontrées par l'élève dans la classe ou par la personne dans la société. C'est cette logique, si vous voulez, de répercussion du trouble, comme explication des difficultés rencontrées par les personnes, aussi bien les jeunes que les adultes dans la société, qui caractérise la classification internationale du handicap. Et cette approche par la notion de trouble qui, finalement, nécessiterait d'être investiguée pour répondre, pour permettre d'éduquer correctement les enfants concernés, eh bien, cette notion de trouble, eh bien, elle a rencontré la notion de besoin. C'est-à-dire que dans le champ éducatif, on avait la notion de besoin qui avait été développée par notamment un chercheur anglais qui s'appelle Mary Warnock, qui avait développé en 1978 cette notion de besoin éducatif. Alors, ce n'est pas le besoin éducatif particulier qu'avait développé Mary Warnock, parce que Mary Warnock, elle était anglaise, donc elle avait inventé le Special Needs, le Special Educational Needs. Et cette invention de Warnock, c'est une invention qui s'inscrivait dans le champ éducatif. C'est-à-dire que Mary Warnock, justement, elle voulait prendre ses distances par rapport au médical, parce qu'elle avait constaté, à la fin des années 70, elle avait constaté qu'à force de vouloir toujours connaître le diagnostic des enfants, finalement, ça contribuait à les écarter. Donc Warnock avait dit dans son rapport qu'il était intéressant, qu'il serait intéressant d'adopter une démarche pragmatique, c'est-à-dire plutôt que de chercher l'origine diagnostique des difficultés, plutôt essayer de voir comment ça se passe dans la classe, quels sont les moyens qu'on a pour répondre in situ, pour répondre en situation aux difficultés. Et donc on a à un moment donné un choc, une collision entre la notion de trouble, qui est une notion médicale, qui est au cœur de la classification internationale du handicap, la notion de déficience, la notion de problème de santé. On a un choc entre ça et la notion de besoin. Et la notion de besoin va finalement, de ce choc, elle va sortir de ce choc un peu hybridée. Pas beaucoup, pas un peu, plutôt beaucoup. Elle va sortir hybridée, c'est-à-dire que cette notion de besoin, elle va maintenant avoir deux faces. Elle va être, alors, dans un premier temps, c'est la face médicale qui va être dominante, c'est-à-dire que le besoin, en fait, va
à finir par se confondre avec le trouble. Alors, c'est cette approche que développe Serge Thomaset lorsqu'il subordonne le passage à l'école pour tous, dite inclusive, à, donc, je cite Thomaset, la capacité du système éducatif à remettre sur le terrain de l'école le concept de besoin éducatif particulier. Alors voilà ce que dit Thomaset, et les propos que j'ai tenus antérieurement, que je viens de tenir, sont en quelque sorte un moyen de remettre sur le terrain de l'école les besoins éducatifs particuliers, c'est-à-dire non pas les concevoir comme des besoins troubles, mais plutôt les concevoir comme des besoins obstacles situés. Et donc, il n'est pas étonnant que Serge Thomaset se réfère aux recommandations du rapport Warnock et qu'il préconise de prendre en compte les besoins des élèves à l'école et non plus l'origine de leurs difficultés. Il ajoute que le concept de besoin pourrait bien constituer un puissant levier de changement s'il s'appliquait non plus aux élèves, mais à l'école. C'est-à-dire que si, au lieu de parler des besoins des élèves, on parlait des besoins d'accessibilisation des élèves, eh bien, on serait complètement dans une logique de besoins-obstacles situés et de construction de situations d'apprentissage accessibles à tous. Hein, et donc, de ce fait, le besoin, il migre, en quelque sorte, de l'élève à la situation d'apprentissage. Un besoin, un obstacle rencontré par un élève dans une situation d'apprentissage, ça implique un aménagement de cette situation d'apprentissage, pas forcément pour l'élève tout seul, aussi pour l'ensemble des élèves, et on est bien là dans une logique de besoin école et non plus de besoin élève. Alors, bien sûr, on peut dire, alors, que dire de cette contradiction ? Il y avait quand même une contradiction, il y avait quand même des gens qui disaient le besoin, ça alimente le dualisme éducatif, et donc c'est pas bon pour le paradigme inclusif. Et puis, j'ai montré que d'autres recherches eh bien, disaient le contraire, à savoir que le besoin, il y a une valence du besoin qui est au contraire qui constitue un levier puissant pour faire progresser justement l'éducation inclusive. Comment expliquer cette contradiction, ces deux approches différentes du besoin ? Eh bien, l'explication que je propose, c'est qu'en fait, il n'y a pas véritablement d'antagonisme épistémologique. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans une situation où certains chercheurs diraient cet objet est en métal et d'autres chercheurs diraient non, cet objet n'est pas en métal, il est en bois. Hein, où là, on pourrait dire qu'il y a une contradiction épistémologique et qu'il doit bien y avoir la vérité d'un côté. Là, ce n'est pas le cas, ce n'est pas une contradiction épistémologique. En fait, c'est une question d'angle de vue. L'angle de vue. L'angle de vue sociologique, c'est l'angle de vue qui consiste à repérer les mécanismes sociaux. Et effectivement, dans les pays, dans un certain nombre de systèmes éducatifs, l'évaluation des besoins sert effectivement à la ségrégation scolaire. Et donc alimente le dualisme éducatif. Ça, c'est une observation objective des mécanismes sociaux. Et ça, c'est le regard sociologique. Et puis, il y a le regard dans les sciences des chercheurs, dans le cas des sciences de l'éducation, qui, eux, s'intéressent à l'outil en tant qu'il va servir aux enseignants, en tant qu'il va permettre de répondre mieux aux besoins de tous et d'avancer vers l'éducation inclusive. Et cette approche-là du besoin, à travers le besoin obstacle situé, eh bien, c'est une approche qui n'est pas en opposition avec l'approche des sociologues, c'est simplement une approche qui renvoie à un angle de vue, à un type d'analyse, à un champ scientifique qui n'est pas le même. Donc, alors c'est important de lever cette ambiguïté, parce que lever cette ambiguïté, c'est une condition de la robustesse du concept de besoin éducatif particulier. Sinon, eh bien, finalement, ce concept, c'est un concept un peu comme un savon mouillé, hein, qui vous glisse entre les doigts, on croit le tenir, et puis en fait, il est récupéré par un personnel de santé qui va vous dire « Oh là là, cet enfant, il a des besoins très spécifiques ». Alors, d'ailleurs, je peux vous alerter sur le fait que chaque fois qu'on va remplacer particulier dans l'expression besoin éducatif particulier, qu'on va remplacer cet adjectif par spécifique, ça veut dire, dans la plupart des cas, on va dire que c'est d'un besoin
c'est d'un besoin a priori, d'un besoin trouble qu'il s'agit. En revanche, quand on va garder l'expression besoin éducatif particulier, eh bien là, on a des chances que l'appréhension du besoin soit une appréhension de besoin obstacle situé. Alors, ce n'est pas garanti. Mais dans l'autre cas, oui. Dans l'autre cas, c'est garanti à 90%. Alors, quelques mots. J'avais dit que je m'appesantirais sur la notion de besoin éducatif particulier. Vous voyez que je suis resté fidèle à mes engagements. Alors, quelques mots sur la notion d'évaluation. Qu'en est-il de cette notion d'évaluation et quelle est sa robustesse en matière d'éducation inclusive? Je me réfère pour cette analyse à une étude de l'Agence européenne qui, en 2007, s'était penchée sur l'évaluation des besoins en contexte d'éducation inclusive. Donc l'auteur, c'était Watkins, et les attendus donc, de ce projet, c'était de déterminer les conditions dans lesquelles les systèmes éducatifs pourraient s'orienter vers un mode d'évaluation inclusive. Alors, l'évaluation inclusive, c'est tout un programme que je n'aurai pas évidemment le temps de développer là, aujourd'hui. Mais ça pose un véritable problème, cette évaluation inclusive. Parce que, qu'est-ce que c'est ? Parce que l'évaluation telle qu'on la pratique dans certains systèmes scolaires consiste précisément à opérer un effet différenciateur entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent. Alors, comment rendre l'évaluation inclusive dès lors que l'évaluation, elle a justement pour fonction, enfin, elle a souvent pour fonction, le système éducatif, de différencier ceux qui réussissent de ceux qui ne réussissent pas. Ça, c'est un programme intéressant. Mais ce n'est pas exactement de cela que je vais parler. Ce que je vais parler, c'est donc de ce que disait ce dont je vais parler, ce sont des conclusions des travaux de l'Agence européenne qui ont mis en lumière, à l'issue de leurs recherches, qu'en fait, quand on parlait de pratiques évaluatives concernant les jeunes handicapés, la plupart du temps, alors pas seulement en France, mais dans de nombreux pays européens, eh bien, il s'agissait d'identifier les besoins en termes d'intervention rééducative ou thérapeutique. C'est-à-dire que évaluer les besoins, quand l'Agence européenne se penche sur ce que signifie évaluer les besoins éducatifs particuliers des élèves handicapés dans les pays européens, qu'est-ce qu'elle constate? Qu'en fait, derrière cette évaluation des besoins particuliers des élèves handicapés, il y a la recherche des types d'interventions nécessaires en rééducation et en thérapie. C'est-à-dire qu'en quelque sorte, cette évaluation des besoins, l'Agence européenne montre qu'il s'agit bien d'évaluer les besoins troubles. Alors, les conclusions de l'agence sont que, cette manière d'évaluer les besoins, cette manière de faire fonctionner l'évaluation, eh bien, elle court le risque de promouvoir la ségrégation et donc une logique de dualisme éducatif qui est induit, cette logique de dualisme éducatif, par l'approche médicale centrée sur le déficit ou sur la pathologie. Et la démarche préconisée, donc, à l'issue de l'étude, par l'Agence européenne, c'était plutôt de prendre en considération le contexte pédagogique dans lequel apparaissent les difficultés de l'élève. Prendre en compte le contexte pédagogique dans lequel apparaissent les difficultés de l'élève. C'est-à-dire non pas se demander comment on va le rééduquer, comment on va le réparer, mais dans quelles conditions est-ce qu'il a eu des difficultés ? Quel type de support on lui a donné? Quel type de questions on lui a posées? Est-ce qu'on lui a donné de l'écrit, de l'oral? Est-ce qu'on lui a expliqué? Est-ce qu'on lui a reformulé? Vous voyez, les conditions dans lesquelles apparaissent les difficultés de l'élève. Et donc, l'autre conclusion, c'était qu'il fallait plutôt préférer l'évaluation des forces et des ressources de l'apprenant, plutôt que de se demander à chaque fois quelles mesures spéciales on allait prendre pour réparer ou pour répondre aux fameux besoins très spécifiques, c'est-à-dire aux besoins troubles. La notion d'inclusion.
La notion d'inclusion, donc, qui est soumise, elle aussi, à cette... comment dire, à des pressions. Vous voyez, j'ai montré comment la notion de besoin éducatif particulier elle est soumise à cette pression entre, d'un côté, le dualisme éducatif et de l'autre, l'unicité éducative. Même chose pour l'évaluation, même chose pour la question de l'inclusion. Alors, pour cette notion d'inclusion, elle va être prise en tenaille entre deux approches qui sont l'approche par la compensation et l'approche par l'accessibilité. Alors, qu'est-ce que c'est que, en quoi ces deux approches se différencient-elles? D'abord, avant de m'intéresser à la façon dont elles se différencient, je voudrais dire que les textes réglementaires en France disent tous qu'il faut commencer par l'accessibilité et ensuite s'intéresser à la compensation. Notamment en ce qui concerne la formation des enseignants qui est explicitée par les textes sur le KPI, eh bien c'est en général ce qu'on lit. Il faut commencer par rendre la situation scolaire accessible et ensuite seulement on va se demander si l'élève en question n'a pas besoin d'aide compensatoire particulière. Mais dans la réalité des pratiques, c'est exactement le contraire qui se passe. Exactement le contraire. C'est-à-dire qu'on commence par se demander quel trouble il a, quel besoin il a en termes d'accompagnement humain, quel besoin il a en termes d'accompagnement technique, quel besoin il a, donc quels sont ses besoins troubles, c'est la première question qu'on se pose. Et à vrai dire, la loi de 2005 par rapport à ça, bien, elle n'était pas elle était quand même très axée sur la compensation. Et il a fallu que la France adopte l'année suivante, en 2006, la France n'a pas adopté en 2006, elle a adopté en 2008 et en 2010. Mais il s'agit de la déclaration relative aux droits des personnes handicapées, la CRDPH, alors qu'on appelle aussi la CIDPH. Alors les deux, vous trouverez les deux sigles, soit CRDPH, Déclaration relative aux droits des personnes handicapées, soit CIDPH, convention internationale des droits des personnes handicapées. Donc soit convention relative aux droits, soit convention internationale des droits. Bon. En tout cas, qu'on l'appelle d'une manière ou d'une autre, ce texte produit par l'ONU en 2006, a été adopté par la France en 2008 et ratifié par le Parlement français en 2010. C'est-à-dire que le législateur en France a accepté l'idée de suivre les recommandations de cette CIDPH qui préconise justement l'accessibilité avant la compensation, qui évidemment est qui se trouve un peu en délicatesse par rapport aux orientations de la loi de 2005, qui quand même est très axée sur la compensation. Le PPS, le projet personnalisé de scolarisation, en fait, c'est un PPC. C'est une formalisation du PPC, du plan personnalisé de compensation pour les enfants. Donc on est quand même beaucoup dans la compensation avec la loi de 2005, même si l'adoption par la France de la CIDPH, adoption à deux moments, en 2008 et 2010, eh bien, réoriente en quelque sorte les politiques publiques vers l'idée qu'il faut privilégier l'accessibilité et mettre la compensation après. Mais quels que soient les pays dont il s'agit, la France ou un autre pays, le processus est le même. On observe de façon récurrente que les normes, les habitudes liées aux normes scolaires, les habitudes de catégorisation des publics, voire de sélection des publics, se conjuguent pour produire un surinvestissement et une surreprésentation des pratiques de compensation, c'est-à-dire aide technique et humaine. En France, c'est les AVS et les AESH. En Italie, ce sont les maîtres de soutien. Et ce sont ces pratiques de compensation qui sont en général présentées comme les réponses aux déficits individuels. Et donc ce surinvestissement de la compensation
qui finalement met le paquet sur le besoin trouble et sur la façon de le compenser, bien, met un peu en difficulté l'opérationnalisation de l'inclusion, de l'éducation inclusive, qui passe par justement la compréhension, l'analyse des besoins éducatifs, des besoins obstacles situés dans le contexte d'apprentissage. Et donc cette notion la notion d'inclusion se trouve donc pris en tenaille entre d'un côté la notion de compensation, de l'autre celle de l'accessibilité. La notion de compensation, qu'est-ce qu'elle met en évidence? Elle met en évidence ce qu'on pourrait appeler une approche individualisée des besoins de l'élève. On isole l'élève dans un milieu scolaire donné, et on va chercher à le comprendre, à comprendre sa nature intrinsèque, en quelque sorte, indépendamment des liens d'interaction qu'il noue nécessairement avec l'environnement dans lequel il se trouve. Tandis que la notion d'accessibilité met l'accent sur le caractère écologique des difficultés d'apprentissage. Alors, ce n'est pas une profession de foi politique. Quand je parle d'approche écologique des difficultés d'apprentissage, ce n'est pas de l'écologie politique. C'est une approche écologique, c'est une approche qui consiste à examiner les difficultés dans le contexte où elles apparaissent, et pas indépendamment de ce contexte. Et donc, ces forces qui vont prendre en tenaille la notion d'inclusion, eh bien, vont avoir sur le concept d'inclusion une conséquence en termes d'hybridation. De nouveau, hybridation. C'est-à-dire que le concept, comme le concept de besoin éducatif particulier, il va se trouver divisé en deux faces. Et donc, cette hybridation, je voudrais l'examiner dans 3 registres. Le registre institutionnel, le registre langagier et le registre éthique. Alors, d'abord, dans le registre langagier. Dans le registre langagier, ce qu'on peut dire, c'est que bien que tout le monde soit d'accord au niveau international sur le fait que l'inclusion scolaire implique un processus de transformation des systèmes éducatifs et des cultures, c'est-à-dire que l'inclusion, ce n'est pas seulement mettre des emplâtres compensatoires sur des enfants identifiés, c'est aussi transformer le système éducatif pour qu'il se fasse plus accessible. Donc, tout le monde est à peu près d'accord là-dessus, mais cet objectif, il est en quelque sorte hybridé par des discours et des pratiques que j'appelle réductionnistes, qui sont par exemple illustrées dans le langage par les formules temps d'inclusion, inclusion partielle, utilisées pour caractériser les moments d'accueil des élèves handicapés en classe ordinaire par rapport aux moments de prise en charge dans le milieu spécialisé. Et on voit bien que ces formules, temps d'inclusion, notamment la formule temps d'inclusion, eh bien, elle est en totale contradiction avec l'idée même d'inclusion, parce que s'il y a éducation inclusive, c'est pendant tout le temps de scolarisation. On ne peut pas imaginer que le temps d'éducation ou de scolarisation soit divisé entre des temps d'inclusion et des temps de quoi? De quoi? Quand on n'est pas en temps d'inclusion, on est en temps de quoi? Je pose la question. Alors, la réponse, c'est on est toujours en temps d'inclusion. Alors à ce moment-là, le terme temps d'inclusion n'a plus de sens. Sauf que, si on se réfère au dualisme éducatif, c'est-à-dire au fait que dans la tête des acteurs, il y a bien cette idée qu'il y a bien 2 espaces, un espace pour les uns, un espace pour les autres, eh bien temps d'inclusion renvoie à cette représentation duelle des espaces éducatifs. Qu'est-ce que c'est qu'un élève en temps d'inclusion? C'est un élève qui est à un moment donné dans l'espace ordinaire et qui a vocation à retourner dans l'autre espace spécialisé une fois que ce sera terminé. Vous voyez, voilà encore. Et donc, dans le registre langagier, on a des éléments qui finalement constituent une sorte d'hybridation de l'inclusion, puisque finalement l'inclusion, c'est plus de l'inclusion,
c'est de l'intégration, c'est-à-dire c'est ce moment conditionnel d'accueil pendant lequel l'élève il est soit important, soit précaire, soit frappé par la liminalité. Et donc la notion d'inclusion se trouve ramenée à celle d'intégration. Deuxième forme d'hybridation, ou du moins deuxième raison par lesquelles cette hybridation est provoquée, ce que pas mal de chercheurs ont observé dans les systèmes éducatifs en Europe et dans le monde, c'est que le lexique du domaine médico-psychologique eh bien, s'est trouvé dans de nombreux systèmes éducatifs, se trouvait importé dans de nombreux systèmes médico-éducatifs. Cette importation, eh bien, elle est liée au fait que dans plusieurs pays européens, eh bien, les institutions spécialisées ont évolué vers des centres de ressources pour l'école ordinaire, c'est-à-dire pour se mettre au service de l'école ordinaire. Et se mettant au service de l'école ordinaire, elles ont amené à l'école ordinaire leur culture, leur façon de voir les choses, ce qui se comprend bien, hein, mais qui finalement conduit à introduire et à renforcer l'introduction dans le milieu scolaire d'un vocabulaire lié aux catégories diagnostiques et donc d'un tropisme sur le trouble et sur le fait que ce trouble serait à l'origine des difficultés. Donc ça donne, écoute, je vais t'expliquer comment fonctionne cet élève qui a tel type de trouble, et comme ça tu pourras mieux mettre en œuvre ton enseignement. Hein. On voit bien qu'on est là dans une logique où il s'agit, encore une fois, de troubles, de besoins troubles, et non pas du besoin obstacle situé, qui est l'objet principal de l'activité des enseignants. Troisième élément de fragilisation, parce que oui, on voit bien que là, ce sont des éléments de fragilisation du concept. Hein. On a vu que le concept de besoin éducatif particulier, si on ne comprend pas pourquoi il est ambigu, eh bien, il est fragilisé. Et là, même chose, une fragilisation de la notion d'évaluation, une fragilisation de la notion d'inclusion. Donc, troisième type de fragilisation de la notion d'inclusion, une fragilisation qui s'inscrit, elle, dans le champ de l'éthique. Et dans le champ de l'éthique, on observe très souvent une dichotomie entre deux approches, on va dire, de la question de l'éducation des jeunes handicapés et de leur accueil dans les systèmes scolaires. Une approche qui relèverait d'une doctrine morale, qui serait la doctrine morale de l'inclusion totale, fondée sur l'égalité des droits et la non-discrimination. C'est-à-dire qu'on a, d'un côté, une doctrine qui est que, de toute façon, l'inclusion n'est pas conditionnelle, hein, puisque c'est un droit. De même que le droit de vote n'est pas conditionnel, de même qu'on ne peut pas dire à un électeur, quand il arrive devant l'isoloir, quand il arrive au bureau de vote, non, vous ne pouvez pas voter, vous n'avez pas la bonne couleur de peau. Non, vous ne pouvez pas voter, vous n'avez pas la bonne taille. Non, vous ne pouvez pas voter, vous n'avez pas le bon poids. Bon. De même qu'on ne peut pas dire ça à un électeur, on ne peut pas non plus dire à un élève que il ne peut pas être accueilli parce qu'il est identifié comme relevant de telle ou telle catégorie nosographique. Donc ça, ce serait une forme de doctrine morale. Et puis à côté de cette doctrine morale, on aurait une approche éthique, selon laquelle, eh bien, finalement, l'inclusion partielle, qui autorise le placement temporaire des élèves dans des structures séparées, donc de nouveau le dualisme éducatif, eh bien, ce serait respectueux des besoins des élèves, de la nature différente de ces élèves, que ce serait une façon d'éviter de leur faire violence, d'éviter de les maltraiter. Et donc il y a toute une doctrine, enfin toute une approche qui se donne un discours, enfin qui s'inscrit dans un discours moral, éthique, disant que on ne peut
pas laisser des enfants fragiles confrontés à des situations extrêmement violentes, comme la situation d'enseignement, comme la situation d'évaluation, et qu'il faut protéger ces enfants. Il faut mettre en place des dispositifs à part pour éviter que ces enfants ne soient objets de maltraitance dans un système éducatif qui ne va rien comprendre à leur, entre guillemets, problématique. Et donc on a donc de nouveau une notion qui se trouve prise en tenaille entre une posture morale qui est fondée sur le respect des droits universels, le respect de la participation sociale, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que la participation sociale pour les enfants? C'est la loi de 2005, c'est la loi pour l'égalité des droits et des chances, la participation sociale et la citoyenneté des personnes handicapées. Bon. La participation sociale, c'est une notion un peu abstraite, mais il faut se demander ce que ça signifie concrètement, la participation sociale pour les enfants. Eh bien, ça signifie de pouvoir endosser un rôle social, le même rôle social que tous les autres enfants, c'est-à-dire le rôle social d'élève. C'est ça, la participation sociale pour les enfants. Et donc, d'un côté, on a cette posture qui serait une posture morale, et puis de l'autre, on aurait une posture éthique qui préconiserait d'articuler, de réguler prise en charge compensatrice spécifique et puis scolarisation. Donc ces deux discours, ben, ils se trouvent en collision l'un par rapport à l'autre, et l'existence de ces deux discours eh bien, pourrait conduire à une sorte d'impasse philosophique dans lequel l'objectif inclusif d'accessibilisation pour tous eh bien, se trouverait en quelque sorte désarticulé, dépouillé de son contenu d'universalité, parce que finalement on dirait, bon, l'inclusion c'est universel, oui mais attention, il faut être attentif à protéger les enfants, à ne pas les mettre en situation d'être maltraités par un système qui ne les comprend pas, etc., etc. Donc on a là, encore une fois, entre ces deux discours, ce discours qui est caractérisé par un auteur qui est Cornelia Schneider, pour dire les choses précisément, de doctrine morale, qu'elle oppose à l'approche éthique. Et finalement, on a deux discours qui finalement mettent la pression, en quelque sorte, mettent la pression sur le processus, sur la notion même d'inclusion scolaire ou de scolarisation inclusive. Alors, pour discuter en troisième partie, et conclure, je voudrais essayer d'identifier les forces de distorsion, c'est-à-dire ces forces qui nous éloignent, qui risquent d'éloigner, de rendre difficile, d'éloigner la perspective de la mise en œuvre d'une éducation inclusive et de rendre difficile, plus difficile, son opérationnalisation. Et donc, alors, en France, on a développé des dispositifs adaptés. Alors, dispositif adapté, c'est quelque chose qui a été créé par la loi du 11 février 2005. C'est-à-dire que c'est dans le décret du 30 décembre 2005, que tous les dispositifs que vous connaissez, les dispositifs Ulysse notamment, eh bien, leur statut juridique, c'est d'être des dispositifs adaptés. C'est comme cela qu'ils sont définis dans la loi et dans le décret qui applique la loi en décembre 2005. Après, le reste, ce sont des circulaires qui n'ont pas force de loi. Et donc, ces dispositifs, ils ont vocation à se développer, donc, dans l'esprit de la loi de 2005, sans prendre la forme de classe spéciale. C'est-à-dire que l'idée qui est déjà présente dans le décret d'application de la loi en 2005, c'est que les dispositifs n'ont pas vocation à s'inscrire dans un contexte de dualisme éducatif. Les dispositifs ne sont pas des espaces à part vers lesquels on orienterait les jeunes handicapés. Et j'attire d'ailleurs l'attention sur le fait qu'aujourd'hui, on entend des propos comme « orientés en Ulysse » ou « scolarisés en Ulysse », qui sont des propos qui font partie de ces dérives, de ces forces de distorsion, et qui renvoient, encore une fois, au dualisme éducatif. Parce que si on est orienté en Ulysse, on est orienté ailleurs. Vous voyez ? Et ça renvoie toujours à l'idée qu'il y a un espace pour les uns et un espace pour les autres. Et donc, ces dispositifs adaptés tels que créés
par le décret en 2005, décret du 30 décembre 2005 en application de la loi, en fait, il se réfère dès ce moment-là à une conception de l'unicité éducative, c'est-à-dire une conception dans laquelle il n'y a qu'un seul endroit pour tout le monde, et puis on met en œuvre des moyens pour accompagner ceux qui sont là et qui n'ont pas à être ailleurs, hein, pour revenir à la première définition de Roger Lee. Alors, ces dispositifs adaptés, on peut les lire de différentes façons. Pas seulement d'ailleurs en France, mais aussi dans tous les pays dans lesquels ces dispositifs sont mis en œuvre. On peut dire que d'un côté, ce sont des dispositifs qui sont un ensemble de moyens. Un ensemble de moyens, et l'ensemble de moyens, il est indéterminé. C'est-à-dire que l'ensemble de moyens lui-même, il n'a pas de... Comment dire, il n'est pas déterminé fonctionnellement dans un cadre d'un objectif sociétal. Hein. Il s'agit simplement de mettre des moyens pour atteindre un objectif, c'est-à-dire accompagner les enfants handicapés. Mais si on analyse sous le prisme de l'analytique des relations de pouvoir, donc cette analytique des relations de pouvoir, c'est une perspective d'analyse qui a été proposée par Michel Foucault. Et dans le cadre de cette analytique des relations de pouvoir, Foucault s'interroge sur les dispositifs stratégiques, c'est-à-dire à un moment donné de l'évolution d'une société, quel est, au-delà des mesures de surface qui sont prises, quel est le dispositif stratégique, c'est-à-dire l'objectif sociétal qui est visé par une société donnée. Il s'interroge là-dessus, Foucault. Alors, si on applique la lecture foucaldienne, la lecture de Foucault à la mise en œuvre de ces dispositifs adaptés, aussi bien dans quel que soit le pays dans lequel on se place, eh bien, on pourrait bien se demander quelle est la nature de cet objectif stratégique, auquel pourrait bien correspondre cette mise en place de dispositifs. Eh bien, dans cette perspective, l'objectif stratégique des dispositifs adaptés pourrait bien être le transfert d'une masse de population accueillie dans des institutions de santé vers des établissements scolaires. C'est-à-dire, vous voyez, ça serait ça l'objectif sociétal. Alors, on a déjà connu ça en Italie, d'ailleurs. C'est comme ça que ça s'est passé en Italie. L'idée, en fait, l'objectif stratégique. Alors, quand Foucault parle d'objectif stratégique, attention, il ne parle pas de malhonnêteté des politiques. Il parle d'objectifs sociétal, c'est-à-dire des objectifs qui se décident en quelque sorte quasi indépendamment des personnes qui sont à l'œuvre, qui sont responsables dans le cadre des pouvoirs publics. Et simplement, ces objectifs sociétaux, ces objectifs stratégiques sociétaux, eh bien, ils permettent les identifier. Ça permet aussi de se positionner par rapport à des évolutions qui pourraient bien ne pas tout à fait correspondre à ce qui est aux discours qui sont affichés. Alors, en l'occurrence, si on part du principe que l'objectif stratégique, c'est le transfert d'une masse de population accueillie naguère dans des institutions de santé vers des établissements scolaires, eh bien, le problème, c'est que ce transfert pourrait bien se faire indépendamment de la transformation profonde de la culture professionnelle des enseignants et j'ajouterais des personnels de santé qu'implique l'éducation inclusive. C'est-à-dire que s'agit-il de faire le transfert de population sans prendre toutes les mesures nécessaires pour que le système éducatif se transforme? Alors, bien sûr, il y a bien eu une loi de refondation de l'école de la République en 2013. Mais bon, cette refondation, elle est bien dans les termes, mais il serait peut-être intéressant de s'interroger sur sa signification plus concrète de cette refondation de l'école. Alors, si effectivement, c'est l'objectif stratégique sociétal dans une perspective, dans une grille d'analyse de type foucaldienne, si l'analyse, c'est celle-là, à ce moment-là, le risque, c'est que le transfert géographique de ces jeunes, qui étaient dans un milieu séparé, et qu'on transfère dans le milieu ordinaire, eh bien, que ce transfert, il s'accompagne sous le toit scolaire,
commun de cloisonnement invisible au plan du langage, des représentations et des pratiques, susceptibles de produire une ségrégation de l'intérieur. C'est-à-dire qu'il faudrait bien prendre garde à ce que le fait de transférer les populations du milieu spécialisé vers le milieu ordinaire n'implique pas la reproduction dans le milieu ordinaire de ce qu'on pourrait appeler des cloisonnements invisibles, hein, ou des cloisonnements imaginaires. Alors, ce serait quoi ces cloisonnements imaginaires, ces cloisonnements invisibles? Eh bien, toujours cette référence au fait que ce sont des enfants qui relèvent d'un autre espace, qui relèvent d'une autre éducation et qui ne relèvent pas de l'éducation pour tous. Donc, vous voyez que cette notion cette analyse par l'objectif stratégique permet de montrer le risque qu'il y a à ne pas prendre en compte la reproduction de cloisonnements invisibles, de ce que j'appelle également une ségrégation-exclusion de l'intérieur, hein, qui a été idée qui a Bourdieu pour origine, hein, les exclus de l'intérieur. Et on pourrait aussi penser à cette notion d'institution imaginaire que Cornelius Castoriadis avait développé dans les années 1970, l'idée étant que finalement l'institution spécialisée, elle n'est plus là d'un point de vue institutionnel, mais qu'elle est là de façon imaginaire, c'est-à-dire dans les représentations conscientes ou inconscientes qu'ont les acteurs du système éducatif des espaces dans lesquels doivent être accueillis et éduqués les uns et les autres. Alors, je vais essayer de ne pas provoquer de catastrophe. Voilà. Or, c'est sûr que dans le système éducatif scolaire, dans le système éducatif français, le parcours personnalisé a un peu tendance à se focaliser sur l'orientation d'un élève dans un circuit. Un circuit, c'est-à-dire qu'on va se demander quels sont les lieux où il va le mieux pouvoir poursuivre son éducation scolaire, mais ce n'est pas la même chose que d'accessibiliser un parcours et de créer un circuit. C'est-à-dire que le circuit consiste à orienter l'élève en difficulté ou handicapé là où on pense qu'il pourra réussir le mieux. Mais ce n'est pas forcément l'endroit où il a envie d'aller. Ça ne correspond pas forcément au projet de cet élève ou au projet forgé par cet élève et sa famille. Donc il y a une grande différence entre un fonctionnement par le circuit et un fonctionnement par le parcours. Le parcours implique qu'à chaque étape du parcours, on se pose le problème de l'accessibilisation. Tandis qu'avec le circuit, on va plutôt à chaque fois référer le lieu où l'élève va être accueilli à ses capacités, aux limitations qui sont les siennes. Donc on a là un élément qui constitue un frein à l'inclusion scolaire, de même que les formes de l'évaluation scolaire, qui sont principalement sommatives dans notre système, eh bien, ont également tendance à se constituer en frein à l'éducation inclusive. Et c'est dans ce cadre-là que, alors je parlais d'objectifs stratégiques au plan sociétal, mais cet objectif, pour rester dans une analytique foucaldienne des relations de pouvoir, eh bien, Michel Foucault, il s'intéresse à ce qui se passe en haut et ce qui se passe en bas. C'est-à-dire qu'il y a effectivement des objectifs stratégiques qui, en quelque sorte, transcendent une société, hein, même lorsque ces objectifs ne sont pas formulés de façon politique. Et il y a aussi, au niveau de l'action de chacun, ce que Foucault appelle l'exercice de micro-pouvoir. Et cette notion de micro-pouvoir, elle est reprise notamment par Charles Gardou dans son livre de 2014, « La société inclusive, parlons-en ». Et ces micro-pouvoirs qui, selon Gardou, instituent des régimes de vérité et peuvent entraver l'accès au patrimoine commun,
Et donc, instituer des régimes de vérité, comprendre, installe telle personne dans une logique de trouble et de différence, hein, institue des régimes de vérité, entrave l'accès au patrimoine commun qui normalement est ouvert à tous, c'est-à-dire ne permettent pas à certains enfants d'aller à l'école ordinaire. Hein, vous voyez comment on peut décrypter le texte de Gardou. Eh bien, ces micro-pouvoirs, eh bien, ils sont également exercés dans le système éducatif par chacun des acteurs. Le fait de pratiquer l'évaluation scolaire, l'évaluation sommative, et de pratiquer une évaluation qui est plutôt sommative et plutôt différenciatrice qu'une évaluation qui serait plutôt inclusive, eh bien tout cela, eh bien ça contribue en quelque sorte à freiner l'avancée vers une école inclusive et peut-être cette situation, peut-être ce constat n'est pas étranger au fait que le système éducatif soit classé 27e sur 34 pays de l'OCDE en ce qui concerne l'impact des inégalités sociales sur les chances de réussite des élèves. Hein, vous savez, il y a une étude de l'OCDE qui examine l'impact du milieu social sur la réussite des élèves. Et les pays qui sont en tête du palmarès, ce sont ceux qui parviennent à faire réussir les élèves issus des catégories sociales les moins favorisées. Eh bien, la France, dans ce palmarès, il est tout en bas. Tout en bas, c'est-à-dire que c'est un des pays dans lesquels il y a le plus de reproduction sociale. C'est-à-dire que les élèves qui réussissent sont issus de milieux qui étaient déjà en réussite, et aussi bien scolaire que sociale. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est le ministère de l'Éducation nationale. Donc, si vous voulez, je pourrais vous donner la référence de la publication, une référence publiée par le ministère de l'Éducation nationale en 2013. Donc, c'est notre ministère lui-même qui reconnaît cette situation. Enfin, en tout cas, qui la reconnaissait en 2013. Alors, peut-être que depuis 2013, parce qu'on est quand même 7 ans plus tard, peut-être qu'on n'est plus 27e, peut-être qu'on est 26e, ou qu'on est 28e. Hein, mais en tout cas, l'ordre de classement n'a pas véritablement changé. Et donc, la question d'évaluation relève alors d'un droit d'entrée à acquitter pour entrer dans le système scolaire ordinaire. Comme si finalement, vous voyez encore une fois, dans une logique de dualisme éducatif, eh bien, il y a un droit d'entrée qui est avoir des compétences scolaires affirmées et testées dans certains domaines pour pouvoir être accueillis dans un cadre inclusif. Et là, le sénateur Blanc, en 2011, dans son rapport sur les dispositifs Ulysse qui venaient d'être créés, ils avaient été créés en 2010. Hein, donc le sénateur Blanc fait son rapport en 2011 et il pointe tout de suite, immédiatement le fait que dans certaines académies, pour entrer pour permettre aux élèves d'être accompagnés par des Ulysses de lycée professionnels, eh bien, on faisait des tests de connaissances. Est-ce qu'il sait lire? Est-ce qu'il sait compter? S'il sait lire, il sait compter, il pourra être accompagné. C'est un jeune handicapé qui pourra être accompagné par une Ulysse en lycée professionnel. S'il ne sait pas lire, il ne sait pas compter, on ne le prendra pas. C'est-à-dire que non seulement il ne sera pas accompagné par l'Ulysse, mais il n'ira pas non plus en lycée professionnel. Donc cette dérive de l'évaluation qui, mise au service d'une forme de dualisme éducatif, eh bien, le sénateur Blanc l'avait identifié dans son rapport de 2011. Donc, enfin, par rapport aux collaborations entre institutions et services spécialisés, alors j'ai évoqué donc le fait que l'inclusion se trouvait prise en tenaille entre la doctrine morale du droit et l'approche éthique, hein, et on avait bien vu qui pouvait être le défenseur de tel ou tel discours, de l'un et l'autre discours. Et c'est vrai que il apparaît que souvent les institutions et services spécialisés expriment des réserves face aux objectifs de l'éducation inclusive.
Et une des réserves, donc citée par Camberlin qui précisément est quelqu'un qui a œuvré dans le milieu associatif pour l'éducation des jeunes polyhandicapés. Eh bien donc dans un article de Camberlin, il indique que souvent les objectifs d'éducation inclusive sont perçus comme idéologiques. C'est-à-dire qu'en fait, on ne fait pas ça pour le bien des enfants, on fait ça par idéologie, parce qu'on souscrit à une doctrine idéologique et que, de ce fait, en s'inféodant à une doctrine, on finit par ne pas voir les risques de maltraitance, les risques de difficultés, etc. Donc cette idée-là, elle est très souvent mise en évidence par elle est très souvent exprimée, par les institutions et services spécialisés. Et alors, ce qu'on peut dire, c'est que dans le domaine des dispositifs inclusifs et par exemple le projet personnalisé de scolarisation, on a une sorte de renversement du fonctionnement de l'institution spécialisée. C'est-à-dire que si les institutions spécialisées perçoivent les objectifs et les injonctions d'éducation inclusive et d'inclusion scolaire comme idéologiques, c'est aussi parce que la mise en œuvre de cette inclusion risquerait de subvertir la réalité historique des fonctionnements d'éducation spécialisée. Le fonctionnement d'éducation spécialisée dans l'histoire, en tout cas, pas seulement en France, mais aussi dans les autres pays, c'est un fonctionnement auto-référencé, c'est-à-dire un fonctionnement structuré autour de la logique interne, du diptyque, de l'éducatif et du thérapeutique. C'est un peu ce qu'on retrouve dans l'intitulé des ITEP, où on a le diptyque de l'éducatif et du thérapeutique qui se trouve dans l'intitulé. Et cette logique interne, elle est un peu bousculée par le processus inclusif et le processus d'unicité éducative, parce qu'il va s'agir non plus de fonctionner en mode auto-référencé, c'est-à-dire fonctionnant avec une logique interne décidée au sein de l'établissement ou du service, mais fonctionner selon un mode nouveau, qui est un mode hétéro-référencé, c'est-à-dire qu'il s'agit de travailler, d'œuvrer au service de l'accessibilisation des milieux ordinaires de vie ou, si vous voulez, des milieux ordinaires d'apprentissage, des milieux scolaires ordinaires. Hétéro-référencé, ça signifie qu'on ne peut pas se contenter, dans une logique inclusive, de se préoccuper du développement et de la santé de l'enfant dans le cadre de l'établissement. Il faut se projeter, ça implique une projection, un hétéro-référencement de l'action, c'est-à-dire une projection dans l'espace social où les enfants et les personnes concernées vont pouvoir exercer leur droit de participation sociale, pour que cette projection dans l'espace ordinaire de vie permette aux services et aux établissements de réguler leur propre action. C'est-à-dire que vous voyez, c'est une action qui n'est plus régulée uniquement à l'interne, mais une action qui est régulée par projection dans le milieu ordinaire de vie et retour ensuite sur la réinitialisation, en quelque sorte, des pratiques et des modes de gestion au sein de l'établissement. Et ainsi, si j'arrive à ne pas faire de bêtises, voilà. Il me reste à vous remercier de votre attention. Arriver à une école pleinement inclusive et cette coexistence de deux systèmes, et qu'il est nécessaire sans doute de repenser les besoins éducatifs comme des besoins obstacles situés plutôt que comme des besoins troubles. Donc notre travail est bien là, c'est d'œuvrer dans ce sens pour arriver à cette école pleinement inclusive et de passer de ce dualisme éducatif, comme vous l'avez bien dit, à cette unicité éducative. Merci, Monsieur Benoît.